Bonjour, l'invité du jour est bien connu des lecteurs des Échos, puisque président du Cercle des économistes, il intervient régulièrement dans les pages idées et débats du journal. Il est aussi professeur à l'université Paris-Dauphine et il conseille plusieurs entreprises en tant qu'administrateur de plusieurs grands groupes. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. L'INSEE a publié ce matin les chiffres de la croissance pour le premier trimestre. Ils sont meilleurs que prévu, plus 0,5%. Ce chiffre-là intervient après plusieurs indicateurs positifs ces derniers jours, sur le front du chômage, sur le front des défaillances d'entreprises. Est-ce que l'économiste que vous êtes a envie de dire, comme le président de la République, que ça va mieux ? L'impression de ça va mieux, c'est vraiment trop optimiste. La réalité, c'est que ce qu'on avait assez bien prévu, c'est qu'on est passé d'un peu plus d'1% de croissance à 1 l'année dernière à un trend qui nous conduit vers les 1,5. Pas de surprise majeure. L'année dernière, on a créé 80 000 emplois privés. Il faudrait en créer 150 000 cette année. Tout ça ne change pas complètement la face du monde. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus le changement majeur. Il faudrait 2-3 dixièmes de plus de croissance pour arriver à rentrer dans un cercle vertueux où on débloque le marché du travail, on pousse un peu tout ça. Donc, c'est évidemment mieux 1,5 que 1,1, mais ça n'est pas non plus, le paradis terrestre. Votre dernier livre est consacré à ce que vous appelez le désarroi d'une jeunesse. Il est coécrit avec Alain Villemeur et Hélène Guyan. Il est paru fin janvier. Et à l'époque, est-ce que vous anticipiez déjà un mouvement de la jeunesse dans la rue, comme on le voit depuis les 2 derniers mois ? Pas sous la forme que ça peut avoir ou que ça a. Curieusement, ça se passe beaucoup à travers la Welcomerie, curieusement, parce qu'à mon avis, comme beaucoup de gens, c'est plutôt favorable aux jeunes. Enfin, c'est un autre problème. Ils ne le voient pas comme ça. Mais ils ne le voient pas comme ça. Plus exactement, ce qu'on essaie de dire dans ce livre, c'est que ça fait une dizaine d'années que l'idée même de s'intéresser à la jeunesse est en réalité totalement absent des programmes politiques. Alors ils le disent tous, on va s'intéresser. Ça avait été dit comme une priorité. C'était évidemment très éloigné de la réalité. Et donc, ce mouvement de désintérêt, d'impression d'être abandonné, je préférerais employer cette expression d'une génération oubliée, évidemment se sent mal à l'aise et résiste à toute modification, mais ça c'est comme nous tous, vous êtes mécontent et vous l'exprimez pas forcément exactement sur votre domaine de mécontentement. C'est un mécontentement général et qui s'exprime par tous les moyens. Mais dans votre livre, parmi les propositions que vous faites, il y en a une qui est un nouveau contrat, un contrat unique, quelque chose qui est une idée un peu de rupture par rapport au marché du travail actuel. Et quand on voit les oppositions à des évolutions importante mais pas majeure que présentait la loi El Khomri, on se dit que c'est absolument impossible à faire passer en France. Je ne crois pas ça du tout. Je crois que la loi El Khomri, comme tout le monde l'a dit, a été très très mal présentée. Et donc on a un aller-retour, tout ça qui est finalement très inefficace. En réalité, je crois qu'il y a 2 éléments bien à prendre en compte. Premier élément, c'est que on vit sur un contrat social qui ne traite pas des problèmes intergénérationnels. Okay. Et vous savez, on nous sort sans arrêt la fin de la Seconde Guerre mondiale, le contrat de la résistance, etc. Oui. C'est très bien, mais c'est quand même de ma génération et pas de celle d'une génération. Oui, c'est le monde d'il y a 50 ans. Donc il faut y substituer pour partie un contrat, donc un donnant-donnant entre les générations. Et dans cette affaire par exemple, de contrat du travail, on peut tout à fait imaginer des donnants-donnants où on demande aux jeunes, finalement, d'avoir un contrat progressif. C'est ça ce qu'on appelle... Ce qui évolue au cours de la vie professionnelle. Mais surtout, qui introduit dès le départ l'idée que les jeunes, si on veut les faire entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables, il faut absolument trouver des solutions pour le logement. Le logement, c'est majeur dans notre pays. C'est la politique la plus stupide qui ait été menée depuis 40 ans, inefficace, et en réalité, beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal, au fond, simplement à se rassurer, puisque quand ils ont un CDD, ils n'ont pas accès naturellement à un logement, donc, etc., etc. Ça pose des problèmes de mobilité aussi. Donc, il faut des problèmes de mobilité, des problèmes. Donc, on demande aux plus âgés de travailler plus longtemps, ce qui aura lieu, et aux plus jeunes, on leur dit « Ok, vous faites un contrat qui est un contrat unique
à droit progressif, mais droit progressif, ça peut être assez court, hein, c'est pas la peine de dire que ça va durer 10 ans. Là aussi, tout est dans le savoir-faire, et on y intègre dès le départ l'idée que, par exemple, comme au Québec, vous ne demandez pas à des jeunes d'arriver avec leur garantie pour prendre un loyer. Le CDD ne leur interdit pas de pouvoir acheter un véhicule parce que les prêts à la consommation sont interdits aux gens qui sont en CDD, etc., etc. Donc c'est tout l'ensemble qu'il faut faire bouger. Et à ce moment-là, vous verrez que l'affaire du marché du travail et de la loi El Khomri, y compris dans sa première version, est en réalité assez, j'allais dire, jouable à faire évoluer. Tout le monde a envie d'évoluer. Tout le monde a compris qu'il y a des trucs qui, quand même, dans notre pays, doivent un peu bouger. Mais faut-il encore le prendre dans sa globalité et toujours donner l'impression aux gens qu'ils ne sont pas uniquement punis, mais que c'est un donnant, un accord. Votre livre, il met aussi beaucoup en cause la génération des baby-boomers, qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui a capitalisé beaucoup, qui a bénéficié des 30 Glorieuses et qui ne redistribue pas suffisamment aux générations qui ont suivi. La génération des baby-boomers, c'est la vôtre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens de votre génération? Très, très simple. Il se trouve que les baby-boomers récupèrent 20% des dépenses publiques en retraite et en santé. 20%. C'est les plus de 60 ans. Dans 10 ans, nous serons, j'espère, nous serons 30%. Donc ça veut dire que, normalement, l'augmentation des dépenses publiques pour cette catégorie, cette population, serait à 30%. C'est fou. Donc il faut évidemment réorganiser le dispositif de manière à ce qu'il ne soit pas tout à fait évident qu'un inactif de plus de 60 ans, un retraité, ait un revenu qui soit supérieur, légèrement supérieur à celui d'un actif, y compris parce qu'il est propriétaire de son logement en règle générale, et donc il a un avantage. Tout ça est absurde. Et donc l'idée que j'ai, c'est de se dire dans ce livre, c'est de se dire, en réalité, on va progressivement, non pas bouger et prélever massivement, mais modifier progressivement les revenus, y compris les revenus des retraites. Ça va d'ailleurs être le cas parce que toutes les réformes, contrairement à ce qu'on a inventé, vont avoir des effets. Et deuxième aspect beaucoup plus important, dans les transferts des générations, il se trouve que les plus de 60 ans ont 60% du patrimoine de notre pays, plus donc ils ont une partie géante, et donc il faut qu'ils ne le passent pas au moment où, mettons à 80 ans vers les 60 ans, mais qu'ils le passent vers les 30 ans, donc ça veut dire fiscalité qui favorise les donations plutôt que les successions, tout simplement parce qu'à ce moment-là, le jeune peut acheter un logement, réinvestir, lancer son entreprise, etc. Voilà des vraies réformes qui, au fond, laissent après la loi El Khomri comme un problème un peu secondaire. Votre livre précédent, Un monde de violence, l'économie mondiale 2015-2030, paru fin 2014, vient d'être publié en anglais. Il faisait le constat d'une économie mondiale avec un niveau d'incertitude absolument jamais connu. Ça ne s'est pas arrangé depuis qu'il est paru en France, puisqu'on a le Brexit qui arrive, il y a eu tous les problèmes de terrorisme, de déstabilisation au Moyen-Orient, de chute des prix du pétrole. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste quand même ? Bien sûr, parce que l'humanité sort toujours de ses difficultés. Mais la situation aujourd'hui est très exceptionnelle. Jamais, vous l'avez dit, le monde n'a été aussi incertain. Ça favorise des tas de choses qui sont quand même dangereuses, comme les populismes, les radicalismes. Comme vous voyez, la campagne aux États-Unis, vous êtes comme légèrement inquiet. Et donc, l'idée, c'est quand même d'être très lucide sur ce qui se passe, arrêter de présenter la situation économique et la situation politique mondiale comme si on était juste en 2006 ou 2007, ça continuait, on avait eu un petit accident et on repartait. Non, le monde et la trajectoire de l'économie mondiale sont très très différents. Il y a des dangers, il n'y a plus aucune coordination. Vous vous souvenez, on a créé le G20. G20, à quoi sert-il aujourd'hui? Les banques centrales ne coopèrent plus ensemble. Par exemple, pour sortir de ce qu'on a appelé les quantitative easing, c'est-à-dire les différentes politiques des banques centrales, il faut évidemment qu'elles se mettent d'accord, qu'elles ne rentrent pas dans des guerres de change, qu'elles ne rentrent pas dans une situation, au fond, qui pousse les uns et les autres à privilégier leurs intérêts individuels à court terme et peut-être à mettre, c'est pour ça d'où ce titre A Violent World, se mettre le monde dans une relative situation de danger, à la fois politique et économique. Merci Jean-Hervé Lorenzi.